Bonjour mes amis, les élèves de la deuxième secondaire qui certainement se préparent maintenant pour la troisième secondaire. Donc, dans cette vidéo, permettez-moi de vous faire un petit rappel des règles grammaticales que vous allez utiliser dans votre année scolaire en troisième secondaire. Donc, je parle principalement du niveau NO. Vous savez qu'en troisième secondaire, vous avez le niveau officiel, c'est-à-dire le programme du champion. Donc, dans cette récapitulatif, on va se souvenir, on va se rappeler des règles grammaticales déjà étudiées dans les années passées. Vous n'avez pas quelque chose de nouveau, comme vous savez. Donc, c'est une petite révision pour vous, pour se préparer pour la prochaine année scolaire. Donc, on commence, mes amis. Ça, c'est un récapitulatif des règles grammaticales. On commence par la première leçon, les pronoms compléments d'objet. Et vous savez bien sûr que avant de commencer, on fait une petite introduction sur les pronoms. Vous savez bien sûr que les pronoms, en fait, ils sont des remplaçants. Donc, un pronom, c'est un remplaçant. Ça veut dire un mot qui vient ou un procédé qui est utilisé, un procédé linguistique qui est utilisé pour remplacer un mot dans la phrase ou un groupe de mots dans la phrase. Donc, vous connaissez bien sûr qu'il s'agit d'un complément d'objet. Le CO veut dire le complément d'objet. Le complément d'objet, c'est dans la phrase, quand vous faites l'analyse, c'est la partie qui subit l'action en fait. Et on a en fait deux compléments d'objet, le complément d'objet direct, comme vous savez, et le complément d'objet indirect. Donc, comment distinguer entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect? Je vais vous donner quelques clés, donc quelques questions clés que vous posez, et ça va vous faciliter la tâche. Donc, pour distinguer, juste après le verbe, vous posez, mes amis, la question. Si vous posez la question par qui ou quoi, cela vous donne en fait un complément d'objet direct. Donc, les pronoms compléments d'objet direct, comme vous savez bien, c'est le, la, les et l'apostrophe. Donc, dans le cas où il y a des indéfinis, ça veut dire dans le cas où vous avez, ici avec les articles définis, ça veut dire par exemple, j'ai rencontré mon ami par exemple. Ok? Donc, vous allez remplacer ce mon ami-là avec un avec un pronom complément d'objet direct, vous allez remplacer par le en fait, parce que c'est un complément d'objet direct précédé d'un article défini. Donc, si vous avez des articles définis, donc vous allez utiliser ces articles définis-là comme pronom complément d'objet direct. Bon, avec les indéfinis, si vous avez par exemple un article indéfini comme un, une, des, du, de la, de l'apostrophe, ou quelques certains, là ce sont les indéfinis, que vous employez le pronom personnel en. Autre cas avec le en posant la question d'où et de quoi. Par exemple, je viens de Rome, donc ici d'où. Donc vous utilisez en ce cas-là le pronom en. Maintenant, avec le complément d'objet indirect, comment distinguer? Alors, toujours en posant la question clé. Donc, mettez donc en évidence que à chaque fois, il faut poser la question. Avec le COD, on pose la question qui ou quoi. Avec le complément d'objet indirect, on pose la question à qui. Donc, et simplement, on va remplacer par les pronoms lui et leur. Par exemple, j'ai écrit à mon oncle, donc je lui ai écrit. J'ai téléphoné à mes amis, je leur ai téléphoné. Bon. Reste encore le pronom personnel Y. Le pronom personnel Y, en fait, il y a plusieurs cas. Le premier cas, là où on utilise le Y, c'est le complément circonstanciel de lieu. Donc, si vous remplacez un complément circonstanciel de lieu dans une phrase, donc vous utilisez le Y. Nous sommes allés à la plage, donc nous y sommes allés. Et puis encore, un autre cas toujours avec le Y, en posant toujours la question clé. N'oubliez pas les questions clés en utilisant à quoi. Je pense à mes examens, je pense à mon résultat, je pense à mon avenir. Donc, dans ce cas-là, vous utilisez le pronom personnel Y. Deuxième cas ou deuxième leçon, les adjectifs possessifs. Donc,
c'est une leçon déjà acquise plusieurs fois et vous avez déjà cette information-là. Donc là, ce sont les adjectifs possessifs. Vous utilisez les adjectifs possessifs comme déterminants, comme vous savez. Ça veut dire donc, vous dites mon cartable, vous dites par exemple ma cassette, vous dites par exemple mes livres. Donc l'adjectif possessif, il est employé comme un déterminant, comme si vous utilisez le, l'aller à l'apostrophe. Différence entre l'adjectif possessif et les pronoms possessifs, puisqu'on fait ce récapitulatif grammatical, donc il faut passer sur toutes les notions. Les pronoms possessifs comme le mien, la mienne, les miens, les miennes. Vous savez bien sûr que pourquoi vous avez plusieurs ici, parce qu'il y a le masculin singulier, féminin singulier, masculin pluriel et féminin pluriel. Comme vous savez, donc ça dépend de quoi? Ça dépend du mot que vous utilisez. Avec les démonstratifs, trop facile, bon, toujours les démonstratifs qui sont utilisés toujours comme des déterminants, ce, cette et c'est, et faites attention à ce set-là avec un T qui est utilisé pour un masculin qui commence par une voyelle. Donc, comme on dit par exemple, ce stylo, par exemple, cette table, etc. Les pronoms démonstratifs, celui, celle, ce et celle. Là, ce sont les pronoms. Donc, faites attention parce qu'on vous demande de compléter par un démonstratif. Donc, il faut donc faire la différence entre adjectif et pronom. Maintenant, avec la transformation passive, déjà, une leçon déjà plusieurs fois étudiée. Je pense que c'est facile à tout le monde. Donc, on fait toujours le rappel. Donc, la transformation passive, elle est basée sur cet échange-là entre les deux fonctions, entre le sujet et le complément d'objet direct. Donc, chacun, il prend la place de l'autre. Et si vous faites la transformation passive, donc il est nécessaire d'utiliser ou d'employer le verbe être, comme vous savez. Regardez l'exemple ici. L'exemple va vous éclaircir facilement. Donc, on va voir l'exemple d'abord et puis on va regarder la règle. Ici, par exemple, la leçon est expliquée. Vous voyez ici que le verbe, le verbe être toujours. Dans chaque exemple, vous trouvez le verbe être qui est nécessaire parce que le passage de l'actif au passif demande toujours le verbe être. Donc, c'est nécessaire d'utiliser le verbe être. Mais à quel temps j'utilise le verbe être? Je regarde le temps de la phrase et après cela, donc, j'utilise le temps convenable. La leçon est expliquée. Ici, le verbe être est au présent. Si le verbe est au présent de la phrase, donc vous employez le verbe être avec un participe passé, le verbe être au présent avec un participe passé. La leçon est expliquée. Ça, c'est une phrase passive. Si je vous demande de transformer la phrase à la voix active, vous allez dire certainement on explique la leçon. On explique la leçon parce qu'il n'y a pas ici un complément d'agent en fait. Bon. Deuxième exemple, la leçon a été expliquée. Ce qui est différent maintenant, vous allez trouver que c'est le verbe être qui change le quoi, qui change le temps. Ici, c'est le verbe être au présent de l'indicatif. Donc ici, le verbe être au passé composé. Ici, le verbe être à l'imparfait et ainsi de suite. Donc, le verbe être à l'imparfait, si le verbe de la phrase est à l'imparfait, donc le verbe être sera à l'imparfait suivi d'un quoi? D'un participe passé qui ne change pas. Et faites attention toujours à l'accord. Regardez ici, la leçon féminin, donc on met l'accord parce que ça prend une partie de la note. Si le verbe de la phrase est au futur simple, donc la leçon sera expliquée et si le verbe est au passé simple, la leçon fut expliquée. Donc c'est le verbe être qui change, comme vous voyez. Le verbe est conditionnel présent, donc serait plus participe passé, la leçon serait expliquée. Donc une note bien que vous savez tous, je pense. Regardez cet exemple-là, on expédiera les lettres. Les lettres seront expédiées. Donc, comme vous voyez ici, le « on », c'est le sujet de la phrase. Et dans ce cas-là, donc quand on fait la transformation à la voix passive, donc si vous avez le « on », donc il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de complément d'agent. Il n'y a pas le « par exemple. Hein. Donc, on expédiera les lettres seront expédiées. La règle dit que pas de complément d'agent puisque le sujet est « on ». Bon.
On se déplace à la notion suivante. Trop facile pour vous, je pense, les 3 cas de si. Donc, c'est un rappel que je vous fais. Donc, vous avez les 3 cas de si. Le si exprime la condition, comme vous savez, et vous trouvez certainement cet exercice-là sous forme de l'exercice de conjugaison. C'est-à-dire, à l'examen, vous avez une phrase où on vous demande de corriger le verbe entre parenthèses et on emploie le si. Et vous avez ici les 3 cas du si. Donc, si plus présent qui donne un futur simple, ou un présent de l'indicatif ou un impératif. Donc, 3 possibilités avec le premier cas. Deuxième cas, si plus imparfait qui donne un conditionnel présent. Si plus que parfait qui donne un conditionnel passé. Aurait, serait, plus participe passé. Ça, c'est donc la forme ou la structure du conditionnel passé. Donc, vous utilisez l'auxiliaire être ou avoir, ça dépend du verbe, plus un participe passé. Toujours le au cas où, vous savez bien que au cas où exprime toujours la condition, mais elle demande précisément le conditionnel présent. La notion suivante, pour exprimer la cause, donc vous avez plusieurs moyens en fait. Donc vous utilisez à cause de plus un groupe nominal ou en raison de plus un groupe nominal. Par exemple, à cause du retard, en raison du retard. Donc, à cause de, en raison de, suivi d'un groupe nominal. La notion suivante, le discours direct-indirect. Si le verbe introducteur est au passé, on fait donc les transformations des temps. Discours direct-indirect. Voilà donc les transformations des temps. Donc, on regarde le verbe introducteur, c'est-à-dire le verbe qui se trouve hors des guillemets. Mon père me dit, deux points guillemets, il faut que tu rentres avant minuit, par exemple. Donc, mon père me dit, ici, ça c'est quoi? Ça c'est la phrase introductrice, le verbe introducteur. Donc, mon père me dit, donc le verbe ici est au présent de l'indicatif. Donc, si le verbe est au présent de l'indicatif, on ne change pas les temps entre guillemets. Mais si le verbe est au passé, ça veut dire mon père me disait, ou mon père m'a dit, ou me dit un passé simple. Donc, dans ce cas-là, vous changez les temps verbaux dans les guillemets selon cette règle-là. C'est trop facile, trop simple. On a 3 temps qui changent seulement. Le présent devient un imparfait, le passé composé devient un plus que parfait, et le futur simple devient un conditionnel présent. Bon. Quelques adverbes de temps et de lieu, comme vous savez, changent toujours. Si vous avez ça dans les guillemets, si vous avez par exemple aujourd'hui, vous transformez à ce jour-là, hier, la veille, demain, le lendemain, après-demain, le surlendemain, maintenant, à ce moment-là, et ici devient là. Donc, la partie précédente concerne la phrase déclarative. Vous connaissez la phrase déclarative, c'est la phrase qui commence par un sujet qui se termine par un point final. Le professeur explique la leçon. Ça, c'est une phrase déclarative. Donc, dans ce cas-là, vous utilisez le que pour relier entre la phrase introductrice et la phrase qui se trouve dans les guillemets. Vous enlevez les guillemets et vous utilisez le que. Et puis, vous faites les transformations nécessaires, que ce soit les transformations des temps verbaux, que ce soit les transformations des adverbes de temps ou de lieu. Maintenant, voyons, mes amis, la phrase interrogative. La phrase interrogative, certainement, elle commence par un mot interrogatif et elle se termine par un point d'interrogation. C'est trop facile à distinguer. Par exemple, le professeur m'avait dit, deux points guillemets, à quelle heure vous finissez votre cours. Ça, c'est une interrogation. Donc, ça va être trop clair parce que vous allez trouver à la fin de cette phrase-là un point d'interrogation qui signale qu'il s'agit d'une interrogation. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec la phrase interrogative? Comment on relie? Quels sont les connecteurs? Quels sont le mot de liaison? Donc, j'enlève les deux points guillemets. Ça dépend du mot interrogatif qui se trouve au début de la phrase. Vous savez, si vous avez le est-ce que ou l'inversion, on emploie le si. Si vous avez le qu'est-ce que, on emploie le ce que. Si vous avez le qu'est-ce qui, on emploie le ce que, le ce qui. Et puis, pour le reste des mots interrogatifs, ne change pas. Faites attention à cette règle-là. Ça veut dire le comment, le combien, le pourquoi, à quelle heure, combien coûte. Tout ça ne change pas. Donc, vous faites la liaison avec le même mot interrogatif. Donc, 3 mots interrogatifs seulement changent. Est-ce que ou inversion qui devient si, qu'est-ce que, ce que, qu'est-ce qui devient ce qui.
Ça avec la phrase interrogative. Entre guillemets, je peux encore trouver la phrase impérative, c'est-à-dire là où il y a quelqu'un qui adresse un certain ordre. Par exemple, vous voyez ici l'exemple. Comment on fait avec l'impératif? C'est trop facile, on utilise le 2 plus infinitif. S'il s'agit d'une action qui est demandée, s'il s'agit d'une interdiction, donc on utilise le 2 ne pas plus infinitif. Regardez l'exemple, mes amis, le professeur m'a demandé, fais attention. Alors, ça, c'est un exemple qui vous signale, qui vous explique comment est la forme de la phrase qui se trouve au discours direct. Vous trouvez la ponctuation, ça veut dire les 2 points, les guillemets, tout cela signifie que ça c'est une phrase à la forme ou au discours direct et vous faites le passage. Quand vous faites le passage du discours direct au discours indirect, vous enlevez ces ponctuations-là, c'est-à-dire le professeur m'a dit, tout de suite vous dire de faire attention. Okay? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc ici on a le verbe faire, okay? Et on a transformé le verbe faire à l'infinitif, comme vous voyez, précédé de la préposition de. Donc, le professeur m'a demandé de faire attention. Bon, s'il s'agit d'une interdiction, c'est-à-dire ne fais pas, qu'est-ce qu'on fait? Le professeur m'a demandé ne fais pas de bruit. Donc, comment on fait? De ne pas faire de bruit. Donc, de faire ou de ne pas faire. La notion suivante, les pronoms relatifs. Certainement, les pronoms relatifs, ils sont des connecteurs qui servent toujours à éviter une répétition dans la phrase, comme vous savez. Donc, en fait, avec les pronoms relatifs, on évite une répétition et on rend la phrase beaucoup plus éloquente. Donc, pour les pronoms relatifs, ils sont classifiés entre simples et composés. Les relatifs simples sont le qui, que, dont et où. Et chaque pronom, il a le cas où il remplace, par exemple, le qui remplace un sujet. Que veut dire remplace un sujet? Ça veut dire, dans la deuxième phrase, il devait être une répétition, donc le mot répété, il a la fonction d'un sujet. Dans la deuxième phrase, le mot répété, il a la fonction d'un complément d'objet direct, etc. Donc, le don remplace un complément de nom, un CDN, et le CDN, il est précédé de la préposition de. Et puis, donc, le ou remplace un complément circonstanciel de lieu. Là, en ce qui concerne ça, pour la partie qui concerne les relatifs simples. Les relatifs composés, lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Et comment est-ce qu'on peut distinguer les relatifs composés? C'est trop facile, mes amis. Donc, les relatifs composés, ils sont, si vous trouvez le mot répété, précédé d'une quoi? Précédé d'une préposition. Donc, je vous ai mis ici entre parenthèses, précédé d'une préposition. Et quand vous faites la transformation, vous gardez toujours cette préposition dans la phrase. Exemple, avec lequel, au bord duquel, sans lequel, près duquel, sur lequel, etc. Donc, regardez, on a gardé avec, on a gardé au bord de, on a gardé sans, on a gardé près, on a gardé sur. Et puis, après ça, on a ajouté quoi? On a ajouté le relatif composé, comme vous voyez, lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Cela dépend du genre et du nombre du mot répété. Donc, s'il s'agit d'un féminin masculin ou un féminin pluriel masculin pluriel. Voyons maintenant la notion suivante, la règle de concordance des temps. Donc, toujours à l'examen, vous aurez une phrase ou deux phrases, là où on vous demande de mettre les verbes au temps convenable. Et puis donc, à ce moment-là, il faut faire attention à la règle de l'antériorité. On a déjà étudié ça dans la leçon de la grammaire, la subordonnée temporelle. Si vous vous rappelez, on a parlé de l'antériorité, ça veut dire une action qui se passe avant l'autre. Et puis donc, comment on distingue l'antériorité? Il y a des connecteurs, il y a des conjonctions de subordination qui expriment l'antériorité ou qui introduisent l'antériorité comme après que, lorsque et dès que. Okay, donc, si vous voyez ça dans la phrase, vous allez penser directement à faire la concordance des temps. Vous allez employer la règle de l'antériorité. Bon, comment fonctionne la règle de l'antériorité? C'est trop facile. On a déjà expliqué ça plusieurs fois. On a dit qu'avec chaque temps simple, il y a un temps composé. Donc, le temps composé, il est l'antérieur du temps simple. Ça veut dire, si vous avez un présent,
vous aurez besoin d'un passé composé pour exprimer l'antériorité par rapport au présent de l'indicatif. Si vous avez un futur simple, vous aurez besoin d'un futur antérieur pour exprimer l'antériorité par rapport au futur simple. Comment on fait le futur antérieur? Ici encore, je vous ai mis la règle pour vous faciliter la tâche. Donc, vous utilisez l'auxiliaire être, avoir ou être, donc aurait ou serait, plus le participe passé du verbe. Et ça, c'est une règle qui fonctionne avec tous les temps composés. Tous les temps composés, ils sont basés sur l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé du verbe. Et puis, un exemple, ici, nous aurons terminé. Vous avez ici le verbe terminé qui est employé au futur antérieur. Tout simplement, vous commencez par l'auxiliaire au futur et puis vous ajoutez un participe passé du verbe. Bon. S'il s'agit d'un passé simple, donc on demande un passé antérieur. Donc le passé antérieur, il est le temps antérieur du passé simple. Je répète la règle pour que vous compreniez bien. Donc comment on forme le passé antérieur? C'est la même règle. La formation d'un temps composé basé sur l'auxiliaire, comme vous voyez. Donc c'est être ou avoir qui varie. Et le participe passé, il est toujours le même. Vous savez, vous voyez dans les temps composés, donc la deuxième partie, c'est toujours le participe passé. Donc ça, c'est une partie qui est invariable, qui ne change pas. Donc ce qui change, c'est quoi? C'est être ou avoir. Ça dépend. Bon, par exemple, ici, le passé antérieur, avec le verbe sortir. Sortir, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc on a utilisé être avec le vous. Donc vous fûtes sorti. Fûtes, ça c'est le verbe être au passé simple. Donc il faut bien réviser le verbe avoir et le verbe être dans les différents temps. Bon, si on a un passé composé ou un imparfait, donc qu'est-ce qui va représenter le temps antérieur pour ces deux temps-là? C'est le plus que parfait. Donc avait ou était plus participe passé. Exemple, ils avaient discuté. Ils avaient discuté. Voilà, ça c'est donc le plus que parfait. Voyons mes amis quelques exemples qui éclairciront la règle qu'on vient d'expliquer. Regardez cette phrase, dès que je serai arrivé, je t'appellerai. Donc ici, en fait, on a deux actions. On a la première action qui est antérieure, voilà. La première action sur l'axe de temps, si vous faites... Rappelez-vous, quand on a parlé beaucoup de cette leçon-là, où on a expliqué cette leçon-là, on a dit toujours qu'il faut faire attention à l'action 1, mettre sur l'axe du temps l'action 1 et l'action 2, c'est l'action qui se passe au premier lieu et puis l'action qui se passe après. Si on met l'ordre ici entre les deux actions, donc serait arrivé, ça c'est donc la première action et appellerait, c'est la deuxième. À l'examen, vous aurez par exemple un de ces deux verbes-là à l'infinitif, là où on vous demande de mettre le temps convenable. Donc, dans ce cas-là, imaginez si vous avez le verbe appeler, par exemple, entre parenthèses, avec un ER à la fin, et vous allez regarder le premier verbe serait arrivé, et vous faites, selon la règle de l'antériorité qu'on a déjà mentionnée, vous allez mettre le temps convenable. Donc, un passé avec un futur simple, vous avez un futur antérieur. Exemple suivant, après que tu eus obtenu le visa, tu réserves le billet d'avion. Donc d'abord, tu obtiens le visa et puis tu fais quoi? Tu réserves le billet d'avion. Donc ça, c'est donc l'ordre des actions sur l'axe du temps. Ça, c'est donc la première action, après que demande toujours l'antériorité. Vous savez ça bien. Et puis donc, réserva, ça c'est un verbe, c'est le verbe réservé au passé simple qui a demandé un passé antérieur eut obtenu. Exemple suivant, après que le ministre est entré, les journalistes commencent la conférence. Donc, action 1, voilà, est entré. Donc, c'est le ministre, il était entré d'abord, et puis les journalistes commencent la conférence. Donc, un présent de l'indicatif. Donc, si vous retournez avec l'axe de temps en arrière, donc vous trouvez un passé composé. Donc, de cette façon-là, c'est trop facile pour vous de distinguer la règle de l'antériorité. Bon. Dans le cadre toujours de la concordance des temps, on a le subjonctif présent. Le subjonctif présent, il a plusieurs emplois en fait. Donc maintenant, on va parler des formules impersonnelles qui demandent le subjonctif. Et en ce qui concerne l'exercice, vous allez trouver donc
toujours ça dans un exercice de conjugaison, c'est-à-dire corriger le verbe entre parenthèses. Les formules impersonnelles sont les formules qui commencent par « il est », comme vous voyez. Il est important que, il est nécessaire que, il est regrettable que. Là, ce sont des formules impersonnelles qui demandent un subjonctif présent et quelques verbes encore qui expriment le souhait ou qui expriment un sentiment. Je souhaite que, je regrette que, je suis désolé que. Là, ce sont des verbes qui expriment des sentiments. Je crains que, toujours, je redoute que. Le verbe craindre est le synonyme du verbe redouter, ça il a le même sens. Je veux que, je désire que, je préfère que, j'attends que. Donc toute cette série-là, c'est le verbe vouloir, désirer, préférer ou attendre. Toute cette série-là exprime la volonté. Donc tous les verbes qui expriment la volonté demandent un subjonctif présent. Regardez les exemples, mes amis. J'espère, avant les exemples, il y a encore le verbe espérer. J'espère que demande un futur simple. S'il est conjugué au présent de l'indicatif, ça c'est un truc où vous devez faire attention parce que parfois vous aurez à l'examen le verbe espérer mais à l'imparfait. Donc, il faut faire attention à cela. Donc, si vous avez le verbe espérer à l'imparfait, donc cela signifie que vous allez utiliser un conditionnel présent. Regardez les exemples. J'espère que tu réussiras. Donc, un présent de l'indicatif qui a demandé un futur simple. Et puis, la même chose ou le même verbe, mais on a changé le temps. L'introducteur, ici, il est à l'imparfait. Cela signifie que vous allez utiliser un conditionnel présent. Les règles de grammaire, donc, vous devez les étudier un petit peu. Vous devez encore faire une répétition toujours pour ne pas les oublier. Maintenant, on passe à la notion suivante, la nominalisation de la subordonnée complétive. C'est une leçon facile, c'est pas compliqué. Vous pouvez distinguer facilement la subordonnée complétive qui est introduite par la conjonction que. Et puis donc, regardez l'exemple, il regrette que sa mère soit absente. Donc, ici, c'est une phrase complexe. Vous voyez ici la subordonnée, que sa mère soit absente. Donc, ça, c'est donc la subordonnée conjonctive complétive. Et on vous demande de nominaliser. Nominaliser veut dire transformer en groupe nominal. Donc, il regrette l'absence de sa mère. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tiré de l'adjectif absente le nom, l'absence. Exemple suivant, on annonce que la conférence commencera bientôt. On annonce le commencement de la conférence. On a fait la même chose. La subordonnée conjonctive complétive qui est introduite par le que la conférence commencera bientôt. Donc, du verbe commencer, on a tiré le quoi? Le nom. Et puis donc, on a fait la formule d'un complément de nom, mes amis. Donc, on ne fait pas seulement la transformation, mais on fait la formule d'un CDN. Donc, le commencement de la conférence. De cette façon-là, la phrase soit correcte et sera bien structurée. Exemple 3, nous déclarons que les pertes diminuent. Donc, que les pertes diminuent. Donc, on tire le nom du verbe. Ça, c'est le verbe diminuer. On cherche le nom. Nous déclarons la diminution des pertes, toujours avec un CDN. Elle souhaite que son père retourne. Elle souhaite le retour de son père. Donc, le verbe retourner, on a tiré le verbe, on a tiré le nom, le retour, et on a fait toujours la formule du complément du CDN. Le médecin attend que le malade guérisse. Le verbe guérir donne le nom, la guérison. Donc, le médecin attend la guérison du malade. Donc, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a nominalisé la subordonnée conjonctive complétive. On a rendu la phrase complexe qui contenait deux propositions en une phrase simple et qui contient une seule proposition. Donc, avec cette leçon, mes amis, ou avec cette notion-là, je viens de terminer avec vous cette vidéo-là. On se voit à la prochaine vidéo. Merci pour votre attention. Bonjour mes amis, les élèves de la 2e secondaire qui se préparent pour la 3e secondaire l'année prochaine. Donc dans cette vidéo-là, on fait la suite de cette récapitulative grammaticale qu'on a déjà commencé dans la vidéo précédente. Donc maintenant avec la notion, la subordonnée participiale. La subordonnée participiale, c'est une leçon qui fait partie toujours de votre programme en 3e secondaire et à l'examen, normalement, vous avez 8 phrases ou peut-être 9 phrases de grammaire. Parmi ces phrases-là, vous aurez une phrase sur cette leçon-là, la subordonnée participiale.
Mes amis, d'après le titre de la notion, la subordonnée participiale, d'après le titre, vous pouvez comprendre que on va parler du participe. Subordonné, vous avez déjà retenu ce mot-là. Vous comprenez bien que la subordonnée, c'est une phrase qui dépend d'une principale. Et puis donc, participial, ça vient du mot participe. Et vous connaissez bien sûr, mes amis, qu'on a un participe présent, n'est-ce pas, qui se termine par un ANT. Et avant de voir donc la structure, donc, il faut mentionner que la subordonnée participiale remplace l'idée de la cause dans la phrase. Donc, vous aurez une idée de cause ou une expression de cause dans la phrase et après cela, vous devez remplacer cette idée de cause-là par une subordonnée participiale. Donc, comment ça fonctionne? D'abord, il faut dire que le verbe, il faut regarder le verbe de la phrase. Si le verbe de la phrase est au présent de l'indicatif, donc cela signifie que vous allez utiliser un participe présent. Et comment on fait le participe présent? Vous connaissez ça certainement bien que le participe présent, il se compose à travers un ANT à la fin du verbe. Regardez l'exemple, mes amis. La pluie tombe fort, les routes sont trompées. Donc ici, en fait, vous avez deux phrases, n'est-ce pas, deux propositions. La pluie tombe fort, les routes sont trompées. Et puis donc, si je vous demande de distinguer l'idée de la cause entre ces deux phrases-là, donc qu'est-ce que vous allez dire? Oui, c'est trop facile, n'est-ce pas? Donc, les routes sont trompées. Ça, c'est donc la conséquence. Pourquoi est-ce que les routes sont trompées? Parce que la pluie tombe fort. Donc, la pluie tombe fort, c'est quoi? C'est l'idée de la cause. Donc, dans ce cas-là, vient la subordonnée participiale pour remplacer. Donc, on va exprimer toujours l'idée de la cause, mais autrement. OK? Donc, on va exprimer. Et si on a exprimé l'idée de la cause à travers deux phrases indépendantes, comme vous voyez, là ce sont deux phrases juxtaposées, on va exprimer toujours l'idée de la cause, mais autrement en utilisant la subordonnée participiale. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est trop facile, mes amis. Regardez le verbe ici c'est le verbe tomber au présent de l'indicatif, donc c'est trop facile à faire. On va transformer au participe présent, donc la pluie, on garde le sujet toujours, hein, on garde le sujet, la pluie tombant fort, les routes sont trompées. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a transformé tout simplement le verbe en quoi? On a un participe présent qui se termine avec un ANT. Bon. Si le verbe est au passé, le verbe de la phrase est au passé, donc dans ce cas-là, puisqu'il s'agit d'un passé, donc vous allez trouver la première partie, normalement, elle doit être un des deux auxiliaires, que ce soit être ou que ce soit avoir. Donc, par exemple, ayant fini, regardez, donc à ce moment-là, on va travailler sur l'auxiliaire. Donc, pour faire la transformation, on va travailler sur l'auxiliaire. Donc, ayant plus participe passé, étant plus participe passé. Donc, ayant, ça c'est le participe présent du verbe avoir, étant, c'est le participe passé, c'est le participe présent du verbe être, plus un participe passé. De cette façon-là, on fait quoi? On fait la transformation. Voyons l'exemple. La vie à Paris est devenue chère. Paul doit faire des heures de travail supplémentaires. Donc, la vie à Paris est devenue chère. Paul doit faire des heures de travail supplémentaires. Imaginez, mes amis, que vous avez cette phrase-là à l'examen et on vous demande, entre parenthèses, subordonnée participiale. Bon, la première chose à laquelle vous devez réfléchir, c'est de distinguer l'idée de la cause dans la phrase. Bon, il faut bien lire la phrase, il faut bien comprendre la phrase pour distinguer. La vie à Paris est devenue chère, Paul doit faire des heures de travail supplémentaires. Parmi ces deux phrases-là, laquelle parmi ces deux parties-là exprime la cause? Certainement la première partie, la vie à Paris est devenue chère. Ça, c'est donc la raison pour laquelle Paul il a besoin de faire des heures de travail supplémentaires. Bon, voyons maintenant le verbe, mes amis. Il est à quel temps? Est devenu, c'est un passé composé comme vous voyez. Donc, dans ce cas-là, c'est trop facile. On va garder le participe passé invariable, regardez, et on va travailler sur quoi? Sur la première partie du verbe, ça veut dire sur l'auxiliaire. On tourne le « et » en « étant ». La vie à Paris étant devenue chère, Paul doit faire des heures de travail supplémentaires. Donc, de cette façon-là, on a fait la transformation à travers la subordonnée participiale. Exemple 3.
Le facteur est arrivé, tout le village sort pour récupérer le courrier. Donc, toujours, le passé composé est arrivé, comme vous voyez. Donc, on a transformé le « est » en « étant ». Donc, le facteur étant arrivé, tout le village sort pour récupérer le courrier. Donc, comme vous voyez, c'est trop facile. Donc, on travaille principalement sur le verbe. Si le verbe est au présent, donc on ajoute seulement un A, un T. Si le verbe est au passé composé, donc on travaille sur l'auxiliaire et on garde toujours le participe passé tel qu'il est dans la phrase. Maintenant, on passe, mes amis, à la notion suivante, le gérondif. Trop facile. Le gérondif, vous savez bien que le gérondif et la structure du gérondif, c'est en utilisant le « en » plus un participe présent, en jouant, en écoutant, en discutant, en changeant. Et le gérondif, il a en fait plusieurs emplois. Il remplace en fait des subordonnées dans la phrase. Parfois, il remplace une subordonnée de temps, parfois il remplace une subordonnée de cause. Il peut encore remplacer une subordonnée de condition. Ça va? Donc, si on vous demande d'employer un gérondif, vous allez repérer dans la phrase la subordonnée et vous allez faire la transformation. Il remplace la subordonnée dans la phrase, c'est trop simple. Si on fait des achats pendant la période de solde, on économisera un montant. Regardez l'exemple, mes amis, ici. Si on fait des achats pendant la période de solde, on économisera un montant. Donc, on vous donne une phrase comme ça et on vous met entre parenthèses gérondif. Vous employez le gérondif. Donc, le gérondif, il va remplacer une partie. Ça veut dire qu'on va travailler sur un des deux verbes. En fait, ça, c'est une phrase complexe. On a le verbe faire et on a le verbe économiser. Certainement, vous allez travailler sur un seul verbe. Le gérondif va remplacer un seul verbe, va remplacer une seule idée. Mais quelle idée? Automatiquement, vous allez regarder, vous allez chercher la subordonnée dans la phrase. La subordonnée, elle est caractérisée par quoi? Par le connecteur, comme vous savez. Elle est introduite par un connecteur. Ici, on a le si, c'est une subordonnée circonstancielle de condition introduite par la conjonction si. Donc, tout simplement, on va tourner le verbe au gérondif en faisant des achats pendant la période de solde. On économisera un montant. L'exemple suivant, quand il travaille sérieusement, il fait un avancement. Bon, je répète la même chose. Si vous voulez utiliser un gérondif, donc vous n'allez pas, par exemple, travailler sur cette partie-là. Non, vous allez travailler sur cette partie-là. Pourquoi cette partie-là? Parce que ça, là, c'est quoi? Là, c'est la subordonnée circonstancielle. Ça, c'est une subordonnée circonstancielle temporelle. Quand il travaille sérieusement, il fait un avancement. Donc, en travaillant sérieusement, il fait un avancement. Tout simplement, le gérondif remplace la subordonnée dans la phrase. Et comme je vous ai dit, la structure, elle est trop facile. Le « en » plus un participe passant, le participe présent du verbe. Donc, avec le gérondif, mes amis, on vient de terminer cette récapitulatif grammatical. Et comme je vous ai dit, les règles de grammaire demandent une sorte d'application. Donc, il faut voir l'explication. Il faut encore faire une application à travers les exercices. Bon, je vous souhaite tous de bons moments. À la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.